Puisque M. Jean-Paul Sartre a bien voulu accepter d'avoir cet entretien avec nous, je ne tarderai pas plus à lui poser la première question. Cette première question est celle-ci. M. Jean-Paul Sartre, vous savez que la guerre a mis fin à une époque, ou plutôt, je ne sais pas si elle a mis fin à une époque, en réalité c'est notre question. Mais en quelle mesure notre histoire, qui présente quelquefois sous des apparences trompeuses une continuité remarquable, en quelle mesure sera-t-elle marquée par les épreuves de 1940-1950 ? La question que vous me posez est très importante, et je crois pouvoir vous répondre que ce qui me frappe en ce moment, c'est que pour la première fois dans l'histoire, la France, sans être occupée, a perdu sa souveraineté. Nous nous trouvons actuellement dans une position intermédiaire entre deux blocs énormes qui englobent tous les pays, toutes les nations. Et notre position, qui se trouve justement aux confins de l'Europe et de l'autre côté séparée de l'Amérique par des mers, fait que nous subissons l'attraction simultanée de ces deux pôles, de sorte que le pays se décompose et risque de sauter, risque d'éclater. Il me semble que la situation terrible de l'Allemagne, avec sa division en deux, est exactement celle de tous les pays d'Europe et singulièrement de la France, avec cette seule différence que la scission en deux n'est pas faite sur le plan horizontal, mais qu'elle est faite sur le plan vertical. Et s'il y a encore quelques libertés de pensée chez nous, si nous pouvons par exemple ici nous entretenir sur la question, elle vient précisément de cette décomposition. Elle vient de ce que, actuellement, quelques personnes peuvent encore considérer l'un et l'autre bloc sans y adhérer. J'ajoute que cette situation est très particulière parce que la France se trouve, en même temps qu'elle est attirée des deux côtés, méprisée des deux côtés. Je trouve particulièrement typique les réactions actuelles de la presse américaine à notre égard. C'est pourquoi je trouve que votre enquête vient à point pour qu'on puisse y répondre, traitant par exemple les pays d'Europe et singulièrement la France de mendiants, se plaignant de notre défaitisme. Et l'on sait que de l'autre côté, l'URSS, dont le prolétariat a fait la révolution, ne voit pas d'un tellement bon œil les prolétariats européens qui n'ont pas fait la leur, et en particulier le prolétariat français. En conséquence, nous nous trouvons actuellement dans cette position qu'on nous revendique et en même temps on nous méprise. Nous avons une position particulière d'appoint, en ce sens que le problème pour nous, tel qu'il est posé actuellement, et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons si peu d'enthousiasme, n'est pas devons-nous faire la révolution aux côtés de l'URSS, ou bien devons-nous nous défendre avec une armée aux côtés des USA, mais devons-nous être envahis par l'armée rouge en cas de conflit. Autrement dit, ce que nous demande l'Amérique aujourd'hui, c'est de nous allier à elle inconditionnellement à une époque où nous n'avons pas d'armée pour soutenir sa politique et où toute tentative d'ailleurs pour nous réarmer risque de hâter le conflit. Par conséquent, elle nous demande d'être, si vous voulez, la victime qui protestera le jour où l'armée rouge l'occupera. Ce que d'un autre côté, l'URSS demande au Parti communiste français, ce n'est pas de faire dans l'autonomie sa propre révolution. Les textes de Marx, les plus formels, indiquent que le prolétariat doit faire son émancipation lui-même. Et le mythe dont on a tant plaisanté du grand soir était assez beau en ce sens qu'il montrait un prolétariat national prenant, en alliance sans doute avec d'autres prolétariats, mais prenant son destin entre ses mains et faisant lui-même, par ses exigences, par sa tactique et aussi par le recours à la violence, dans son propre pays, sa révolution. Aujourd'hui, on lui demande de défendre le bastion soviétique
et on lui demande d'espérer qu'un jour viendra où il sera délivré par l'armée rouge. Il est bien évident que le Parti communiste sait que la révolution est impossible en France par elle seule. Il sait fort bien que tant que l'URSS n'aura pas décidé le conflit, une révolution n'aura pas lieu en France parce que cette révolution déchaînerait précisément le conflit, étant donné ses conséquences incalculables en Europe. De sorte que, d'un côté, nous avons des hommes qui ont parié pour l'Amérique et qui, comme ce chroniqueur comique d'un hebdomadaire récemment, donnaient des ordres à l'armée américaine comme s'il s'agissait de l'armée française, en disant que l'Amérique vient nous défendre ici, qu'elle n'oublie pas l'Asie cependant, etc. Et de l'autre côté, nous avons un prolétariat qui est en régression parce qu'il est en position d'attente et d'espoir en une armée au lieu de compter uniquement sur lui-même. Cela nous amène, je crois, directement à la deuxième question. Jean-Ré, veux-tu la poser? Pour refaire une France moderne, une France libre, une France indépendante, monsieur Sartre, à quelle source devons-nous puiser? Devons-nous ne pas rompre avec les habitudes de notre génie national? Ou faut-il emprunter à l'extérieur de nouvelles formes de techniques, sinon de pensée? À mon avis, la France a toujours emprunté à l'extérieur, comme d'ailleurs la plupart des autres pays, des techniques neuves, des formes de pensée neuves, et précisément parce qu'elle avait sa souveraineté, parce qu'elle repensait les choses dans une direction et selon des intérêts nationaux, elle leur donnait une forme qui était la sienne. Par conséquent, il va de soi que toutes les influences culturelles ou techniques ont toujours été précieuses pour tous les pays. Mais ce qu'il y a aujourd'hui est tout différent. C'est un peu le même problème en France qu'en Allemagne. En Allemagne, on a diffusé largement la culture française. Cette culture ne mord pas à l'heure qu'il est dans les milieux allemands, elle n'est pas digérée. Pour une seule raison, c'est que le pays étant occupé, il y a une sorte de cours forcé de la culture étrangère. Et précisément ce cours forcé empêche de l'assimiler. En France, nous ne sommes pas encore occupés réellement. Mais l'existence de ces deux blocs fait que tout élément culturel qui nous vient de l'étranger n'est pas assimilé et devient un danger au lieu d'être une réalité utile. Je vous donnerai un exemple qui me paraît frappant. C'est le cas de la Jeanne d'Arc, que deux de nos meilleurs scénaristes français, des hommes qui non seulement sont de bons scénaristes, mais encore sont des romanciers, des hommes cultivés, qui connaissent l'histoire, Jeanne d'Arc qu'ils devaient faire pour un producteur français. Il est évident que c'était un événement du cinéma parce qu'ils avaient, parmi leurs soucis, celui de conserver à la vérité historique absolument tous ses droits. Vous savez que les Américains, pour occuper une artiste suédoise à Hollywood, ont fait une Jeanne d'Arc, laquelle est un trucage constant de l'histoire, et que les Français ont dû renoncer à faire leur Jeanne d'Arc parce que on allait diffuser dans les salles de cinéma la Jeanne d'Arc américaine. Je dirais donc que les Américains ici nous ont volé notre histoire. Notez qu'on la vole de l'autre côté, car le Descartes de Maurice Thorez est aussi étranger au véritable Descartes que Jeanne d'Arc Ingrid Bergman est étranger à notre histoire. Je crois que nous touchons là, maintenant, à un problème capital qui est le problème de la liberté. Vous avez eu tout à l'heure l'expression du cours forcé d'une culture en parlant de ce qui se passe en ce moment en Allemagne. Je voudrais alors vous poser la question suivante. Un État moderne est forcément soumis à des disciplines qui eussent paru intolérables il y a un demi-siècle. Je crois que nous pouvons être d'accord sur ce point. Certainement. Mais alors, comment concevez-vous l'harmonisation de ces disciplines avec le concept de la liberté? Si vous permettez, je ne répondrai pas à cette question quant au fond, parce que notre situation aujourd'hui est trop grave et trop urgente pour que nous puissions nous poser le problème de savoir ce que serait un État français dans ses rapports avec les citoyens français si cet État avait la souveraineté. Le problème pour moi, c'est savoir comment il peut la reconquérir. Car voyez-vous, un État peut être autoritaire. Il peut même, d'une certaine manière et dans certaines époques transitoires, se rapprocher
d'une formule dictatoriale, à la condition qu'il exprime non pas simplement un parti, c'est-à-dire une toute petite minorité organisée de la nation, mais la large majorité des hommes qu'il représente. À ce moment-là, le pouvoir de l'État est tout simplement le pouvoir que les citoyens lui délèguent. À l'heure qu'il est, quels que soient les hommes que nous envoyons au pouvoir, nous savons qu'ils feront la même politique et qu'ils la feront, non pas parce qu'ils ont les mêmes idées, non pas parce qu'ils sont ou frivoles ou méchants ou bien inspirés ou bons, mais parce que cette politique leur est dictée par l'influence étrangère. Et je ne parle pas d'une seule influence, je ne veux pas dire du tout que notre gouvernement soit vendu ici ou là, je veux dire seulement qu'il se trouve dans une situation où il ne peut pas résister à ces influences. Je veux dire que l'existence du pacte atlantique, du plan Marshall, l'existence de la guerre d'Indochine, cette plaie, cette gangrène de la politique française qui nous met chaque jour de plus en plus entre les mains des États-Unis, fait que, quel que soit le gouvernement au pouvoir, il doit en passer par les exigences américaines. Il est à ce sujet frappant, par exemple, que le gouvernement français, après avoir déclaré qu'il était en plein accord avec M. Attlee, qui partait en Amérique, a déclaré le lendemain que M. Attlee ne représentait pas le point de vue français. Mais s'il était en plein accord avec lui, comment M. Attlee ne devait-il pas représenter ce point de vue? C'est précisément ces hésitations, ces fluctuations, qui nous montrent que le gouvernement français, quel qu'il soit, de quelque manière que nous les lisions actuellement, sauf si c'est un gouvernement communiste qui représentera alors l'URSS, ne représente absolument pas les intérêts vrais et souverains du peuple français. Ainsi, M. Sartre, vous admettez que les problèmes de notre politique extérieure ont changé depuis 75 ans. Jusqu'alors, le problème du Rhin, c'est-à-dire le problème de la sécurité française, dominait tous les autres. Aujourd'hui, les rivalités intercontinentales ont remplacé les rivalités continentales. Et jusqu'à présent, je crois que vous avez déjà émis sur cette politique étrangère une opinion déjà formelle. Est-ce que vous pensez que dans cette Europe de demain, c'est une question très précise maintenant que je m'en vais vous poser, est-ce que vous pensez que la France qui doit être libre et indépendante au sein de cette Europe, pensez-vous qu'elle puisse avoir une position de flèche, je dirais une position directrice? J'avoue que je ne m'en soucie absolument pas. Pour moi, la question n'est pas que la France ait une position directrice, la question est que la France puisse s'intégrer à une Europe, de manière qu'elle reconquiert ce qu'elle est en train de perdre. En réalité, l'Europe se fera nécessairement. Elle se fera ou sous l'hégémonie américaine, ou sous l'hégémonie russe, ou d'elle-même. Il reste une toute petite chance, mais peut-être reste-t-elle, pour que l'Europe se fasse d'elle-même. Dans ce cas-là, la France y aura la place qu'elle doit y occuper par ses initiatives, qu'elle doit y occuper par ses contributions, mais peu importe qu'elle soit en flèche dans une Europe dirigée par l'Amérique, ou qu'elle soit en flèche dans une Europe dirigée par la Russie. Ce que je souhaite, c'est précisément que la France consente à abandonner un peu de sa souveraineté au profit de l'Europe entière, pour pouvoir retrouver au moins le reste qu'elle est en train de perdre au profit d'un continent étranger. Je vous remercie de cette note optimiste, la première depuis le début de notre entretien. Bon, je voudrais maintenant aborder un problème que l'on dit capital. On dit que notre époque est gouvernée par l'économique. Bon, que pensez-vous du régime économique d'aujourd'hui et quel sera, selon vous, dans la mesure du possible, le régime économique de demain? Je ne crois pas que la situation présente permette d'affirmer que le monde est dirigé par l'économie. Car je ne vois pas de raison économique qui ferait que la guerre qui va éclater demain, si les derniers efforts qu'on tente ne peuvent l'empêcher, je ne vois pas que cette guerre ait de véritables raisons économiques. La première fois, je crois d'ailleurs. C'est la première fois. Je crois à la possibilité d'une entente, au moins pour un certain nombre d'années, ou en tout cas d'une coexistence entre les deux blocs. Je ne vois absolument pas pourquoi,
des régimes économiques aussi différents ne pourraient pas coexister quelque temps. Par contre, je vois fort bien comment les idéologies sont incompatibles. Et je vois fort bien comment, au contraire, sous prétexte qu'il y a des nécessités économiques qui conduisent à cette guerre, nous sommes dirigés par la passion idéologique. C'est une nouvelle guerre de religion, pardon. C'est en réalité une guerre de religion. Oui, mais vous nous avez dit tout à l'heure que vous croyez que l'Europe devrait se faire. Oui. Et vous venez de nous dire que vous ne pensez pas que la guerre soit absolument inévitable. Alors, je voudrais rester dans ce que j'appellerais la situation française, face à la situation française. Et je vous demande ceci. Pour faire cette Europe et pour empêcher cette guerre, quelle est, dans la mesure du possible, quelle est, d'après vous, l'action que devrait mener la France? Je vais vous répondre là encore d'une façon très modeste, parce que la politique de grande envergure, qui était peut-être possible vers 1945-46, lorsque il existait des partis liés au prolétariat des différents pays européens, et qui avaient une action à la fois progressiste et non communiste, la partie qui était possible à jouer à cette époque ne l'est probablement plus aujourd'hui. Ou en tout cas, elle ne l'est plus tant que la menace d'une guerre immédiate pèse sur nous. Autrement dit, avant de constituer les bases d'une Europe qui pourrait, à elle seule, servir de tampon entre les deux blocs et empêcher cette espèce de duo tragique entre eux, il faut commencer par sauver dans l'immédiat la paix. Et pour cela, il me paraît absolument nécessaire que des mouvements surgissent, qui soient non politiques, qui soient distincts du mouvement communiste, et qui expriment plutôt sur deux ou trois points très simples la volonté des Français de ne pas être entraînés dans une guerre qu'ils jugent absurde, parce que précisément elle est idéologique, parce qu'elle les divise en deux, parce qu'ils y seront sacrifiés de toute façon. Autrement dit, il faudrait que certains prennent l'initiative, par exemple des groupes constitués, des syndicats, des instituteurs, de faire un grand mouvement d'opinion publique qui permette, par exemple, de faire les élections prochaines, non pas sur un programme politique précis, mais sur la paix ou la guerre. Et ces deux ou trois points très simples me paraissent être, en particulier, la paix en Indochine et la démilitarisation de l'Allemagne, en même temps que son unité. Il me semble que tant que, sur ces différents points, nous aurons le vague dans lequel nous sommes, c'est-à-dire une sorte de répugnance profonde de notre gouvernement qui se laisse quand même aller, tant que ce gouvernement ne sera pas soutenu par une immense poussée populaire qui dira « nous ne voulons pas de la remilitarisation de l'Allemagne, nous voulons une Europe dans laquelle l'Allemagne unifiée puisse entrer avec nous. Nous ne voulons plus de la guerre en Indochine, non pas seulement pour des raisons de droit ou de justice, mais parce que c'est la guerre en Indochine qui nous a précipités dans le bloc atlantique et qui nous a totalement lié les mains. C'est à ce moment-là, déjà, que le gouvernement français pourra, tel qu'il est, et avec les faibles moyens qu'il a, agir un peu sur la paix. Vous venez de parler de faibles moyens. Est-ce que vous pensez qu'il y a en ce moment une crise d'autorité? Non, j'entendais par faibles moyens, j'entends aussi qu'il y a une crise d'autorité. Mais quand je parlais de faibles moyens, je voulais dire que la France n'apporte pas grand-chose aujourd'hui, sauf un élément moral. Elle n'apporte pas grand-chose précisément parce que je crois que des nécessités stratégiques doivent amener les Américains à se résoudre à la sacrifier, le cas échéant. Car comment pourraient-ils la défendre? Elle apporte quelque chose dans le sens simplement où elle pourrait avoir un poids moral si tous les Français étaient derrière un gouvernement quelconque pour déclarer « nous ne voulons pas de cette guerre-ci ». Monsieur Sartre, vous venez de parler de l'Indochine. Je précise que ce n'est pas la France qui a voulu la guerre d'Indochine. Mais vous me permettrez de passer à une autre question, justement, et de vous demander quelle doit être... quelle est votre conception de l'Union française, et est-ce que l'Union française peut être la garantie d'un destin de grande puissance impériale pour la France? Je crois que la notion de grande puissance impériale est aujourd'hui un peu partout, et pour tous les pays colonialistes, morte. Et je pense que la France doit d'abord prendre parti de ce fait, avant de déclarer qu'on est colonialiste ou anticolonialiste.
il faut prendre les faits comme ils sont. Autrefois, quand on était anticolonialiste, on vous disait, vous êtes un rêveur, prenez le point de départ, le fait de la colonie. Et en un certain sens, on avait raison. Aujourd'hui, on peut, aux colonialistes et aux impérialistes, faire la réponse inverse et dire, vous êtes des rêveurs, prenez comme point de départ le fait de la perte de vos colonies, les unes après les autres, du fait que ces colonies, en tant que colonies, partout, n'attendent qu'un signe pour passer à la révolte, du fait que s'il y avait une guerre, par exemple, aujourd'hui, il est très certain que l'ensemble de l'Empire français se transformerait en Indochine. Par conséquent, partons de là. Ceci dit, n'est-il pas possible, par ce que j'appellerais une alliance, avec la plupart des pays colonisés devenus souverains, n'est-il pas possible, et n'est-il pas dans l'intérêt des uns et des autres, de nous et d'eux, de développer une industrie qui serait précisément une industrie pour la France et pour eux? N'est-il pas possible de faire une économie qui pourrait à la fois leur servir et nous servir? N'est-il pas possible que la France ait une présence culturelle dans ces différents pays? Je suis au contraire persuadé que si la France savait faire une véritable politique vis-à-vis de ces pays, on pourrait arriver à cela. Parce que c'est leur intérêt, comme le nôtre, de collaborer dans l'indépendance à une économie française, car sinon, ils tomberont évidemment dans l'orbe, pour la plupart des cas, d'une économie américaine. Andrieux, tu pourrais peut-être terminer le débat par notre dernière question. Eh bien, notre dernière question, elle a trait à la jeunesse. C'est un lieu commun de dire que l'avenir appartient à la jeunesse, mais c'est un lieu commun qu'il faut bien prononcer ici. La jeunesse, c'est l'avenir du pays, et je voudrais savoir si la jeunesse d'aujourd'hui a conscience de sa mission de demain. Que pensez-vous, Monsieur Sartre, de la jeunesse d'aujourd'hui? Je pense que l'avenir appartient à la jeunesse à la condition qu'on le lui laisse, et que s'il est barré par principe, il arrive ceci, c'est que la jeunesse est sans avenir et qu'elle n'est plus une jeunesse. Or, je crois qu'à l'heure qu'il est, la situation présente fait que nous avons détruit les possibilités d'avenir de la jeunesse. La jeunesse a traversé une guerre et une occupation qui, la plupart du temps, l'a dérangée dans ses études, en même temps que la défaite de ceux qui étaient ses aînés et ses pères lui a ôté toute confiance dans les gens de notre âge d'aujourd'hui. En même temps, on lui a interdit de faire mieux parce que, depuis 5 ans, le spectre d'une guerre où elle sera passive pèse sur elle. Car la plupart des jeunes que je vois sont torturés à l'idée de se battre ou contre l'URSS ou contre les USA. Et en aucun cas, ils ne retrouvent un visage de la France ou un intérêt de la France dans cette mission. Je constate que la plupart d'entre eux, comme d'ailleurs des jeunesses voisines, comme par exemple la jeunesse allemande, que j'ai vue, ou dont j'ai vu quelques représentants il y a encore peu de temps, est essentiellement soucieuse de gagner sa vie au plus vite, d'arriver à une situation au plus vite. Non pas du tout, comme ont l'habitude de le dire les vieux, parce que ce sont des arrivistes, mais parce qu'ils voudraient avoir un peu vécu avant de mourir. En conséquence, j'ai l'impression que cette jeunesse, en total désarroi, est ce que nous l'avons faite, et non pas exactement ce qu'elle pourrait se faire, parce qu'on lui a ôté les moyens de se faire. Et là encore, je vous répondrai, avant de dire ce que sera la jeunesse française dans 10 ans ou dans 20 ans, il faut se poser d'abord le problème, y aura-t-il encore une jeunesse française? Y aura-t-il encore d'une façon quelconque des Français? Et dans ces conditions-là, ce qui commence, ce qu'il faut d'abord se poser comme question, c'est comment maintenir